Monsieur Zedin, bonsoir. Bienvenue sur TVS pour votre édition d'information du soir. Dans le cadre de la mise en œuvre d'une convention entre l'État gabonais et l'Agence française de développement, on parle de la construction d'un complexe scolaire du côté de Port-Gentil. Un programme qui connaîtrait quelques difficultés en ce moment. Les détails avec Marius Geoffroy Nyonda de Média Plus. C'est dans le cadre de la mise en œuvre d'une convention signée entre l'État gabonais et l'Agence française de développement, consécutive à la construction de complexes scolaires dans notre pays et particulièrement dans notre cité, que le gouverneur de province est allé ce jour visiter quelques parcelles retenues dans la zone de Tchengue. Une descente sur le terrain qui se justifie par la situation de blocage du dit projet suite à la non-conformité des sites proposés. Les parcelles qui nous ont été présentées jusqu'à présent ne rentrent pas dans les critères de l'Agence française de développement. Il s'agit du critère de superficie. Pour construire un complexe, il faut au minimum 1,5 hectare. Nous constatons que ces parcelles présentent un taux de squattérisation très élevé, ce qui nous expose nécessairement à une indemnisation. Or, ces fonds n'ont pas vocation à indemniser les squatteurs. L'autre critère, c'est un critère de sécurisation de l'investissement. Nous avons constaté que ces parcelles étaient litigieuses. Au terme de la récente visite de 3 nouvelles parcelles, ces dernières seraient conformes au cahier de charges, d'où le satisfecit de l'autorité provinciale. Or, celles que j'ai visitées ce matin ont plus d'1,5 hectare, donc ils rentrent dans le critère dans les normes de l'AFD. Il y a un taux de squattérisation qui est quasiment nul, il n'y a personne à indemniser. Et également, pour la sécurité de l'investissement, il n'y a pas de litige. À ces 3 critères, il faut également ajouter, ou je vais dire, nous avons pris en compte la carte scolaire. Donc, pour l'instant, nous attendons une mission de l'AFD qui va arriver dans les tout prochains jours à Port-Gentil. Et ensemble, nous leur ferons visiter donc ces parcelles-là, pour naturellement recueillir leur avis technique. Le prochain séjour dans la capitale économique d'une mission de l'Agence française de développement devrait être déterminante pour la relance de ce projet censé à terme rééquilibrer la carte scolaire dans le maritime. La communauté religieuse Alliance chrétienne du Gabon, paroisse d'Aveya, a été bien servie le week-end dernier à l'initiative d'une campagne de sensibilisation sur la prévention du cancer du sein, lancée par l'ASAFAC. Euphrem Biogoezo dans ce reportage. Sensibilisation des personnes sur les questions liées au cancer du sein, ainsi que de multiples témoignages de celles qui sont en phase de guérison, sont là autant d'échanges que l'association pour le soutien et l'aide aux femmes atteintes de cancer a eu avec les femmes de la communauté religieuse Alliance chrétienne, paroisse d'Aveya, avec l'appui des médecins et du ministère de la Santé, qui a d'ailleurs dépêché sur les lieux la chargée du programme national de lutte contre le cancer. Et les cancers du sein et du col de l'utérus sont les cancers qui tuent la femme en premier au Gabon et qui sont les plus nombreux chez la femme. C'est pour ça que le Gabon, avec l'aide des partenaires au développement, a choisi de lutter d'abord contre ces premiers cancers-là, qui en plus sont des cancers pour lesquels on peut lutter. Après tout, le sein, tout le monde est passé par là. Nous avons tous été allaités. Le col de l'utérus, tout le monde est passé par l'utérus. Il n'y a pas une seule personne qui est née en dehors de l'utérus jusqu'à présent. Donc c'est dans cet esprit-là vraiment qu'on veut vous amener à rattraper l'activité du ministère pendant que le ministère vraiment met la femme devant pour lutter contre ces maladies. Ce 3e rendez-vous du genre, en espace d'une semaine, a permis aux femmes bénévoles d'ASAFAC de ratisser large sur cette communication qui porte essentiellement sur la sensibilisation des peuples sur les questions liées à cette pathologie qui est le cancer du sein, lequel constitue l'un des tout premiers au monde lorsqu'il n'est pas dépisté et traité à temps. Les conséquences sont désastreuses. J'ai commencé les chimios, c'était pas facile. Et puis, mon monde s'est écroulé parce que je suis mariée et puis avec mon mari, ça n'allait pas. Quand il a pris la maladie, c'était dur.
J'ai vécu mes chimiothérapies seule. Bon, heureusement que mes frères et sœurs étaient avec moi. Bon, à la maison, il n'y avait personne. Ma première fille n'étant pas là, donc c'est ma fille de 8 ans qui était mon médecin à la maison et le docteur Vida était mon médecin à l'hôpital. Comme je vous disais déjà par rapport à l'interview de la SNI, ASAFAC œuvre en amont et en aval du cancer. Donc nous œuvrons en amont et en aval du cancer. En amont, c'est le travail sur le terrain que nous avons eu à effectuer du côté de la SNI, c'est-à-dire la prévention. Et ici, c'est maintenant l'aval du cancer, c'est-à-dire qu'on s'adresse plus aux malades afin de passer un message d'espoir également, parler de la maladie. Et le thème aujourd'hui était axé spécialement sur la maternité et le cancer. Donc c'est voilà, la maternité et le cancer. Voilà. Donc c'est toujours dans la continuité des actions ASAFAC, dans la continuité de ses objectifs. C'est parce que des sujets élaborés et discutés sont d'un intérêt majeur que tous les participants ont émis le vœu de voir l'ASAFAC poursuivre son action de sensibilisation et de soutien aux personnes atteintes du cancer. Dans le même élan, le docteur Suzanne Bidaï Mambenda, cancérologue, est revenu sur les conditions de prévention de cette pathologie. Euphrem Biogo-Edo dans ce reportage. Les traitements du cancer. Il faut savoir que le cancer, il est, comme je vous ai dit, il est pris en charge par plusieurs spécialités. Les traitements vont être essentiellement la chirurgie. La chirurgie est un traitement très important dans le cancer. Mais le problème que nous avons actuellement, c'est que quand on propose à une dame, même déjà quand on trouve une boule, qu'on lui propose une biopsie, c'est la bagarre. Les gens ont peur encore du bistouri. Donc il faut qu'on dédramatise, qu'on lève le tabou sur la chirurgie. On ne peut pas faire un diagnostic d'un cancer si on ne fait pas un prélèvement qu'on appelle la biopsie. On va prendre, ils utilisent un bistouri, ils vont aller enlever un petit bout de la boule pour pouvoir nous donner le nom de cette boule. Parce que si on ne le fait pas avec l'échographie qui n'est qu'une photo, avec la mammographie qui n'est aussi qu'une autre photo, on ne peut pas vous dire avec certitude je m'inquiète ou je ne m'inquiète pas. C'est le premier cancer, donc vous imaginez que si c'est le premier cancer qui est suivi par le cancer du col et qu'on fait tout le tapage médiatique que vous voyez comment les autorités se mobilisent pour faire des campagnes régulièrement, même quand nous ne sommes pas dans le mois d'octobre, sur le territoire. Nous avons dans tout le pays des unités mobiles qui sillonnent pour aller voir même les populations qui sont dans les zones reculées pour dépister des cancers du sein ou dépister des cancers du col. Et le mois d'octobre, vous avez vu comme des moyens sont mobilisés par l'État pour que les patients et pour que les populations puissent avoir accès à des examens auxquels ils n'ont pas accès pendant l'année, gratuitement, aux frais de l'État. En ce qui concerne le cancer du sein, en termes de prévention, nous recommandons aux patientes et aux patients, parce que vous savez que le cancer du sein peut aussi toucher l'homme, nous recommandons aux patients d'aller régulièrement chez leur médecin pour se faire examiner. Mais quand ils ne sont pas allés chez le médecin, eux-mêmes, ils ont le devoir de s'examiner, de se regarder dans le miroir, regarder l'état de leur sein, voir s'il y a une anomalie au niveau de la peau, voir s'il n'y a pas quelque chose qui pointe, une boule par exemple, voir s'il n'y a pas une modification de la consistance du sein. Et au cas où ils constatent une moindre anomalie, ils ont l'obligation de se rapprocher d'un personnel de santé, de préférence un médecin, qui va les examiner et qui, si c'est nécessaire, va demander un bilan. En éducation, pendant cette période de rentrée des classes, nombreux sont ces élèves qui peinent à faire le choix de leur sac à dos. Les détails dans cet élément de Sandra Audrey Diodio. Choisir son sac à dos, indispensable pour les apprenants. Toutefois, choisir son sac n'est pas chose aisée avec la diversité que l'on retrouve ça et là dans les commerces. Il est important de le choisir avec précaution. Pour ce faire, chacun a ses critères de sélection. Ça dépend du sac en tout cas. Si le sac est bien, je prends. Si ce n'est pas bien, je laisse. Et puis aussi, c'est selon le prix. Si c'est trop cher et que j'ai pas assez d'argent, je laisse. Un sac qui est solide, qui peut tenir, qui peut durer.
prix, il faudrait que les sacs soient jetés. On prend les sacs qui sont durables et qui sont jolis, on ne prend pas les sacs qui ne peuvent pas durer. Je me base sur la taille parce que j'aime pas trop les gros sacs, j'aime les petits sacs qui sont confortables. On a pour nos poches, au moins un minimum 8 000, 10 000 je dépense pour un sac, pas plus, pas moins. Et la mode? La mode. Non, je suis pas ça, c'est pas la mode qui porte les cahiers. Oui, la qualité, le confort. Côté commerçant, ce choix se détermine en fonction du prix de l'article. À un moment là, tu es à la rentrée scolaire, on est obligé de suivre les mouvements. Parce que c'est pas bon que les jeunes courent tout à tuer derrière. Donc c'est un peu ça. Donc en ce moment... Qualité, prix, esthétique sont les adjectifs avancés pour motiver l'achat d'un sac. Il est parmi les indispensables à avoir pour la rentrée des classes, car il permet de faciliter le transport des fournitures scolaires. De ce fait, il est utile de bien le choisir pour qu'il dure plus longtemps et soit un point en moins pour la rentrée suivante. Fin le week-end dernier à Libreville, des festivités liées au souvenir de Cheikh Amadou Bamba. Une journée de méditation a été organisée au Jardin botanique en présence des autorités sénégalaises et gabonaises. Les détails, Euphrem Biegoezo. Qui était Cheikh Amadou Bamba? Les mourides du monde entier s'en souviennent toujours. À Libreville, l'événement n'est pas passé inaperçu. C'est le Jardin botanique qui a d'ailleurs servi de cadre à ces festivités commémoratives, bien que combattues par le colon pour ses prises de position qui plus est divines, l'ont permis de séjourner au Gabon pendant 7 ans, de 1895 à 1902. Cheikh Ahmadou Bamba est le fondateur du mouridisme. Il nous parvient en 1853 et il fonda le mouridisme en 1883. Dès lors, il devient un ennemi par rapport à l'administration coloniale. C'est suite à ces confrontations, durant 33 ans avec l'administration coloniale, qu'il a été déporté au Gabon en 1895, 18 Safar 1895. Donc à chaque fois que cet anniversaire arrive, on célèbre. Il a demandé à tous les mourides de se joindre à lui pour rendre grâce à son Seigneur, parce que durant cet exil, il est sorti auréolé de cet exil. Donc c'est la raison pour laquelle il a demandé à ses fidèles de se joindre à lui à chaque fois que l'anniversaire arrive pour rendre grâce à son Seigneur. En d'autres termes, le mouride est un aspirant envers son Seigneur et qu'il n'y a point de séparation entre le mouride et l'islam, dont le socle peut être scindé en 3 parties. Ce qui concerne la foi, la profession de la foi, les règles culturelles et la mystique musulmane, des tawhid, fiqh et tasawwuf. Donc ce sont ces 3 sciences-là qui nous enseignent de l'islam. Donc tout frère, il n'y a pas une différence entre le musulman et le mouride. C'est la même chose. Et Cheikh Ahmadou Bamba était venu pour réhabiliter cette religion, qui est l'islam. Sur le plan local, la cohabitation avec d'autres obédiences religieuses ne souffre d'aucune ambiguïté. Je vais vous donner un exemple. Parmi les invités d'honneur, on a un chrétien qui est un chef d'entreprise. Parmi les invités d'honneur, on a beaucoup de chrétiens, des Gabonais qui sont là, qui se sont joints à nous. Et ça c'est important. Pourquoi? Parce que Cheikh Ahmadou Bamba, quand il est venu pour réhabiliter la religion musulmane, il a su abandonner les méthodes qu'utilisaient ses prédécesseurs, qui se résumaient sur la violence. Et lui, il a su faire passer son message, il a su sortir de son exil auréolé en adoptant une méthode qui est pacifique. Des retrouvailles que l'on pourrait qualifier au sens large de capitale entre toutes les parties prenantes de cette confrérie musulmane et ceux-là qui voulaient en savoir davantage sur ce qu'a été Cheikh Amadou Bamba. Dans le même élan, la commémoration du Grand Magal de Touba qui s'est tenue le 28 octobre dernier à Libreville laisse quelques résidents des villes de Mayumba, Mayumba, Lambaréné et Port-Gentil sur leur faim, car eux aussi pourraient bien vouloir que ce dernier soit célébré, car il y aurait séjourné. Des détails dans ce reportage. A favorisé à Libreville, en commandant vers moi ce qui était caché à tout autre saint. Le bienfaisant m'a fait profiter à Libreville, ce dont m'envie tous les saints. À Cap-Lopez, j'ai loué l'élu dans une ode qui m'a préservé de l'ennemi dompté chez les Villis. C'est par mes éloges au prophète Al-Moutaka qu'il a illuminé mon pays.
et mon assemblée. Béni soit mon Seigneur qui est seul à satisfaire mes dons alors que j'étais indigent et étranger chez les Galvas et les Vili. Ce sont là les propos éternels d'un homme saint dont l'œuvre sur terre le rend immortel pour sa crainte envers Dieu. Des hommages qui constituent l'héritage culturel que les mairies de Libreville, Port-Gentil, Lambaréné et Mayumba gagneraient à valoriser, car leur histoire est indéniablement liée à celle des Mourides, des musulmans de la ville de Touba. Pour ce que Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme, y aura séjourné à partir de 1895. Des villes dans lesquelles il aurait affermi sa foi en Dieu. Des villes peut-être pas aussi saintes que le serait Touba au Sénégal, mais la Fédération des Mourides du Gabon, en collaboration avec les animateurs du tourisme local, pourrait par exemple organiser un pèlerinage de tourisme religieux dont le circuit touristique Libreville, Lambaréné, Mayumba et Port-Gentil permettrait aux croyants mourides de communier avec les Gabonais et Sénégalais mourides de l'intérieur du pays. En politique, les démocrates, parti politique de l'opposition gabonaise, vient de subir un revers. Plusieurs de ses représentants viennent de claquer la porte de cette formation pour se rallier au PDG. La déclaration a été faite il y a quelques heures. Les détails avec Euphrem Biogo-Eto dans cet élément. Constatant les dérives et l'inorganisation du parti Les Démocrates avant, pendant et après les scrutins du premier tour des législatives et locales, constatant le manque d'un projet politique crédible pour la conquête du pouvoir, constatant l'arrogance, l'égoïsme de certains dirigeants du parti, constatant le manque de communication, de soutien de la hiérarchie du parti envers certains candidats investis, vu le traitement humiliant infligé et subi par certains candidats investis par le parti, décide, dans l'intérêt de la nation gabonaise et de la consolidation de notre démocratie, de notifier notre démission collective du parti Les Démocrates en toute âme et conscience, à compter de ce jour, cessant ainsi toute activité dans les instances de ce parti pour lequel nous croyons avoir donné le meilleur de nous-mêmes. C'est la fin d'un long processus électoral lié aux législatives 2018. Le week-end dernier, les quartiers généraux des candidats ont vibré au rythme des cris de joie pour célébrer la victoire des candidats ayant validé leur rentrée à l'Assemblée nationale. À l'état-major de campagne de Jacques Massala à Aveya 2, la joie était à son comble. Les détails avec Arnaud Mbabekung. Les cris de joie stridents des militants dans l'atmosphère glaciale de la nuit résultent de l'admission à l'Assemblée nationale du candidat de leur choix. Ici, au deuxième siège du 2e arrondissement de la commune de Libreville, Jacques Massala, du Parti démocratique gabonais, est accueilli en héros par ses nombreux militants, sympathisants et amis. Il n'était pas certes donné favori, mais il est parvenu à se défaire de l'adversité et à se relever. Le désormais honorable Jacques Massala, sous l'effervescence de la joie, prononça ses premières paroles. Mais je crois que tout cela a été guidé par la main de Dieu et par le cœur de Dieu, par la puissance de Dieu. C'est d'abord Dieu que je remercie. Ma première priorité est celle des bassins versants. Dijon, Sotega, Arambo, Aveya. Cela va être ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation est celle de doter mon siège d'un complexe scolaire. Ma troisième préoccupation est celle de faire en sorte que les jeunes, les femmes,
sorte de la situation de désœuvrement dans laquelle est mon siège actuellement. En faisant en sorte que nous puissions nous approprier un des volets importants du chef de l'État, le Gabon de service. Au premier siège, des scènes de joie aussi pour fêter la victoire d'Aurélien Toutoum. Un travail bien accompli pour l'incubateur politique du 2e arrondissement pour le compte du Parti démocratique gabonais, Léandre Nzue. Nous venons de gagner les locales, nous avons raflé la mise, nous avons eu la majorité absolue au niveau du conseil municipal du 2e arrondissement. Nos deux candidats à la députation étaient en ballotage favorable. Et ce soir, nous avons raflé la mise. Donc nous avons et les deux députés et la mairie du 2e arrondissement. Nous avons tout dans le 2e arrondissement. Je remercie nos électeurs qui nous ont fait confiance. D'autant plus que le mot d'ordre était de garder l'arrondissement, de garder le pouvoir. C'est nous qui pouvons faire développer l'arrondissement, personne d'autre. À travers les quartiers généraux des candidats, des scènes de joie par endroits, mais aussi de tristesse pour ceux ayant perdu cette seconde manche des législatives 2018. L'Église, l'Assemblée témoin de Jésus-Christ, a organisé récemment un séminaire de 3 jours avec pour thème « La louange est une puissance qui libère ». Cela a été chapeauté par son leader, le prophète Jacob de la succursale du PK10. Les guérisons, délivrance et louange étaient au rendez-vous. Les détails avec Inès Ngunga Mombo. Une puissance qui libère, c'est le thème qui a été abordé durant 3 jours lors du séminaire organisé par l'Assemblée témoin de Jésus-Christ du PK10. Au cours de ces rencontres, les groupes des chantres que composent les différentes assemblées de ce ministère se sont succédés sur l'estrade afin de baigner dans une atmosphère particulière de louange et d'adoration, favorisant ainsi l'action du Saint-Esprit. L'orateur principal, en la personne du leader du dit ministère, le prophète Jacob, s'est appuyé sur l'histoire de Paul et Silas dans la prison, qui se sont vus libérés des chaînes qui les retenaient captifs par le moyen de la louange et l'adoration. Paul et Silas dans la prison, Dieu ne pouvait rien faire. Si Paul et Silas ne se levaient pas, Dieu ne peut pas agir dans ta vie tant que toi tu ne te lèves pas. Le découragement ne doit pas être dans votre vie. Ils ont compris. Ils étaient liés. Les gens nous disent pourquoi nous louons Dieu. Nous louons Dieu parce que nous aimons le Seigneur. L'homme de Dieu est revenu sur la nécessité de se lever pour voir les choses changer dans notre vie, puis s'en est suivi des temps de délivrance et d'exercice du ministère. Au sortir de ces 3 jours de séminaire, quelques fidèles se sont exprimés. 3 jours de louange, d'adoration et d'action de grâce, je dirais simplement que c'était un moment merveilleux. Les esprits ont été réveillés et l'onction est descendue. Donc j'invite tous ceux qui croient en Dieu à venir massivement dans l'Assemblée des témoins de Jésus-Christ parce que dans cette Assemblée, Dieu agit puissamment. Donc je dirais, j'exhorte un frère, j'exhorte une sœur à venir dans cette assemblée et il verra les merveilles de Dieu dans sa vie. On mon Dieu pour ces 2 merveilleux jours de soirée louange. J'ai bénéficié de la grâce de Dieu durant ce moment. J'ai été restaurée vivement. Je crois maintenant que la louange est une puissance qui libère, une puissance qui donne la liberté dans la chair de tout un chacun. À travers ces moments, j'ai vu des malades restaurés, j'ai vu les gens être délivrés. Je crois que la louange est une puissance qui délivre les captifs de toute forme d'embrigadement. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. C'est fort de cela que les séminaristes ont pris la résolution de ne plus baisser les bras face à l'adversité et de louer Dieu en tout temps. À l'international, c'est en Allemagne où la CDU d'Angela Merkel vient de connaître un revers électoral lors du scrutin régional dernier en Hesse. Les détails avec la presse internationale.
Chez les Verts, le champagne est sorti. Avec près de 20% des voix, les écologistes doublent leur score par rapport au précédent scrutin. C'est une journée magnifique pour notre parti. La Hesse n'a jamais été aussi verte. Nous pouvons être fiers de nous. Le travail que nous avons effectué ces 5 dernières années a porté ses fruits et c'est pour ça que la population a décidé de nous faire confiance. Satisfaction également du côté de l'AfD. Avec un bond à 13%, l'extrême droite réussit à entrer dans le dernier parlement régional où elle n'était pas encore représentée. Au QG de campagne de la CDU, en revanche, la déception est palpable. 2 semaines après une élection catastrophique en Bavière, le Parti conservateur subit un nouveau revers en SE, en remportant seulement 28% des voix. Le parti de la chancelière reste toutefois en tête et va pouvoir continuer à diriger le Land, soit en reconduisant son alliance avec les Verts, soit en s'associant avec le SPD. Nous prenons ces résultats vraiment très au sérieux. Cela nous rend plus humbles et nous allons continuer de nous battre. Cette campagne a été dominée par les enjeux de la grande coalition. Mais ce soir, nous avons compris que les gens attendent moins de querelles et plus de réponses sur les questions importantes. Avec un peu moins de 20% des voix, le SPD est lui aussi en net recul. Sa participation à la coalition au pouvoir est de plus en plus compromise. L'avenir de la chancelière est une nouvelle fois au centre des débats. Jair Bolsonaro est le nouveau président brésilien au sortir des élections présidentielles. Cependant, les craintes sont énormes. Le risque serait d'isoler le Brésil sur le plan diplomatique. Presse internationale dans cet élément. Dans son discours de victoire, Jair Bolsonaro tient à rassurer sur ses intentions. Il ne remet pas en cause la démocratie. Soyez-en témoins. Ce gouvernement sera le défenseur de la Constitution, de la démocratie et de la liberté. Ce n'est pas la promesse d'un parti ou d'un homme, mais un serment fait à Dieu. Pourtant, ses déclarations et son programme très sécuritaire inquiètent, car cet ancien militaire s'est dit nostalgique de la dictature. Bolsonaro promet à la fois d'assouplir la législation sur le port d'armes, d'assurer la protection de policiers lors de bavures, mais aussi d'abaisser la majorité pénale de 18 à 17 ans. L'entrée probable de plusieurs militaires à des postes de ministres ou encore ses attaques répétées contre la presse inquiètent aussi les ONG. Le président de la Cour suprême met en garde le nouveau président. Le président et le vice-président élus doivent être loyaux à la Constitution et à la démocratie. La liberté d'expression est une des pierres angulaires de la démocratie. Attaquer le pouvoir judiciaire ou la presse serait une attaque contre la démocratie. Plus de 30 ans après la fin de la dictature, le Brésil plonge donc aujourd'hui dans l'incertitude. De retour au Gabon, nous parlons sport dans cette édition d'information avec la reprise des activités de l'association Razorback qui a ouvert sa saison sportive au lycée national Léomba le week-end dernier. Des détails dans ce commentaire de Yasser Ndong. Après l'organisation de l'Assemblée générale tenue par le bureau exécutif de la Ligue de taekwondo de l'Estuaire, les clubs de la capitale, notamment l'association Razorback, fait son entrée en lice avec l'ouverture de ses activités. C'est donc à cet effet qu'un stage de préparation de lancement de saison 2018-2019 a été effectué en fin de week-end écoulé à la plage du lycée national Léomba. Chaque début d'année, c'est le moment pendant lequel on fait le bilan, c'est-à-dire ce qui a bien marché et ce qui n'a pas bien marché. Et ici, il est toujours question en début d'année d'accentuer sur les techniques de base du lycée. Parce que c'est cela qui confère à quelqu'un le droit de porter un grade. C'est lorsqu'on ne maîtrise pas cette lycée de techniques de base, pour ma part, j'estime que ce grade n'est pas mérité. À cette journée, une séance de révision a été effectuée pour redémarrer les automatismes physiques et permettre aux uns et aux autres de fêter les retrouvailles après une période de vacances. Au sortir de cette journée, l'association reste désormais fixée sur la reprise des activités à la Ligue provinciale de taekwondo de l'Estuaire.
Et si on testait nos connaissances en matière de culture générale, vous l'avez donc compris, c'est votre expression libre avec la question suivante. Comment appelle-t-on les habitants du Sri Lanka? Appelle-t-on les habitants du Sri Lanka? Du Sri Lanka? Les Sri Lankaliens? Je ne sais pas. Je connais pas. Je ne connais pas, je connais même pas où se trouve le Sri Lanka, je connais rien, je connais pas. Je ne connais pas. On ne doit pas commenter cette mission. Ah, aucune idée. Aucune idée. Les habitants du Sri Lanka sont les Sri Lankais. Messieurs et dames, nous vous remercions de nous avoir regardés pour ce journal de 19h30. Le rendez-vous est pris pour demain, 12h30 et 19h30 avec votre humble serviteur que je suis. D'ores et déjà, bonsoir et à demain. Merci.